Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Je suis avec Antoine, on est en duo et on va parler de refonte SEO. Antoine, ça va bien? Ça va super et toi? Ouais, nickel. Nickel, nickel. On va donc vous faire un guide sur la refonte SEO. On sait que c'est un peu la peur, une des peurs des SEO, la refonte et voir toutes ses positions chuter, son trafic chuter. C'est pas un mythe, hein, ça arrive vraiment. Donc l'objectif, c'est qu'on vous donne justement toutes les billes pour que vous puissiez bien faire votre refonte si jamais ça vous concerne un jour ou si vous êtes prestataire, etc. Ce sera surtout Antoine qui va apporter de la valeur, je pense, dans cet épisode-là, parce que toi, tu en as fait quand même plusieurs. Moi, j'en ai fait peu. J'ai surtout vu ça en agence quand je bossais en agence. Mais en soi, j'en ai pas fait énormément. Donc voilà. Je vais faire un petit point sur les perfs, le rappel des sponsors, un petit rappel sur nos semaines, et puis on entame direct le sujet. Donc sur les performances, on est toujours à un peu moins de 1800 abonnés sur YouTube. Ça monte tranquillement mais sûrement. Encore un grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un petit commentaire en dessous des vidéos. Sur Spotify, c'est pareil là. Ça fait longtemps que ça bouge pas quand même, hein. Après, voilà, on reste satisfait. On a 107 notes 5 étoiles. On a passé les 100 notes 5 étoiles. Pour un petit podcast, entre guillemets, comme MVP, c'est vraiment chouette. Donc on est content, mais bon, moi, j'aime pas trop voir les chiffres qui stagnent. Donc voilà, va falloir que ça change quand même. Non, mais plus sérieusement, c'est top. Et merci aussi aux personnes qui prennent le temps, notamment à Paul, dédicace à lui, qui laisse parfois des commentaires sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont actives sur Twitter quand on demande est-ce que vous avez des questions pour l'épisode qu'on tourne. Là, en l'occurrence, on a 5-6 questions pour la refonte, donc c'est vraiment chouette. On verra si on a le temps de les traiter, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à nous envoyer, je ne le demande pas souvent, mais des DM si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on traite. Comme ça nous fait des idées, des invités aussi, si vous avez des suggestions de crack dans leur thématique, c'est avec grand plaisir. Je rappelle les sponsors du podcast. Un grand merci aux 3 marques qui nous soutiennent: Odoo-Switch, Totesio et Linkuma. Odoo-Switch, l'hébergeur web qualitatif français et SAV au top. Vous avez un lien en description. Totesio, votre outil assistant sémantique et intention de recherche pour gagner du temps et être plus précis sur les process de création de contenu en SEO. Vous avez un lien en description aussi. Et Linkuma, évidemment, les backlinks à partir de 7 euros. Vous connaissez. Et une fonctionnalité de délégation de campagne, petit pré-audit netlinking gratuit. Bref, quand même pas mal de valeur pour le prix des liens. Vous avez aussi un lien en description. Antoine, tu me disais, pour faire le petit retour sur nos semaines, que toi, tu étais en pleine refonte, un peu migration pour un client. Alors non, pour mon propre site, en fait, nous, c'est pour ça que du coup, Ok. le sujet, là, je suis en plein dedans et j'ai proposé à Paul de faire ce sujet qui est un peu touchy, effectivement. Et en fait, oui, nous, on a fait pas mal de refontes pour d'autres projets. J'ai travaillé sur pas mal de CMS différents, tu vois, migration PrestaShop vers Shopify ou commerce vers Shopify. Tu vois, pour l'e-commerce, souvent, ça part sur Shopify. Ouais. Pour les sites de lead gen, souvent, ça part sur WordPress ou sur Webflow. Et puis, tu as aussi la notion UX qui va être importante, etc. Donc là, je suis en plein dedans parce que pour SEO Monkey, on est en pleine refonte. Donc, on a fait une maquette. Donc là, c'est du full custom. C'est pas de la refonte en mode tu Ouais. fais ton site comme ça sur Elementor, sur Divi, sur un builder. C'est tu passes par une maquette avant sur Figma avec un designer et tu demandes aux développeurs qui sont sous, bah là on est sur WordPress, Gutenberg, ACF, je pourrais en reparler un petit peu de la tech, de faire exactement comme la maquette. Et du coup, ils vont Ok. Ouais. utiliser les briques Gutenberg, qui est vraiment le builder natif le plus léger de WordPress, et ensuite ils vont custom un peu PHP quand c'est nécessaire, pour que ce soit sur mesure. Et là, du coup, ouais, on rentre dans des vrais projets de refonte. Même si on reste sur WordPress, on change les URL, donc il y a toute une notion de redirection. Et donc voilà, ravi de pouvoir parler de ça et de pouvoir vous donner tous les must-have pour que la refonte se passe au mieux, que ce soit pour un de vos Carrément. clients ou pour votre propre site. Ok. Trop cool. Déjà, pour entrer dans le vif du sujet, oui d'ailleurs, enfin moi pour mon retour semaine, c'est assez classique. Je suis toujours dans les propals globalement. J'ai signé 2 clients là récemment, mais je crois que ça je l'avais déjà dit de toute manière la semaine dernière. Par contre, j'ai présenté une grosse propale là aujourd'hui pour une pharmacie en ligne
où il y a pas mal de budget, et cetera. On va pouvoir faire de belles choses. Ça devrait passer, je vous tiendrai au courant, du coup, peut-être semaine prochaine ou plus tard si ça passe. En tout cas, le début de projet, ce serait pour juin. Et justement, eux, ils ont une refonte en fait, migration de CMS. Donc, j'aurai un audit tech à faire sur la pré-prod, tu vois, du nouveau site. Donc ça va être intéressant, c'est des choses que j'ai déjà faites et puis, voilà. Mais ils ont déjà une agence SEO en fait, qui va s'occuper du plan de redirection, tout ça. Mais ouais, donc c'est aussi au final un truc d'actu, chez moi. Pour introduire, je sais qu'il y a différents types de refonte. On parle de refonte graphique, de refonte, enfin, de migration un peu de CMS, etc. Est-ce que tu peux nous définir, nous lister et nous définir les différents types de refonte donc Ouais, en SEO, quoi? let's go. Bah, en fait, une refonte, ça peut être, on va dire, du plus simple au plus complexe. Le plus simple, tu es sur un CMS classique et tu vas venir Ouais, lifter un peu ton site. Donc en fait, on va même pas parler de refonte parce que tu vas pas avoir de changement d'URL, tu vas garder l'existant. Donc par exemple, toi sur Paul Vengeon, tu es sur Elementor, si je dis pas de bêtises. ouais, WordPress Elementor. Si demain tu décides de reprendre ta page d'accueil et de te dire, OK, en regardant Elementor, je refais toute ma page d'accueil, en améliorant l'UI, en améliorant l'UX, etc., tu seras déjà dans une refonte, tu vois. Tu peux ouais, même refondre totalement comme ça, hein. Là, il y a zéro risque quasiment pour le SEO, si ce n'est l'UX, parce que du coup, tu touches pas normalement à tes balises title, tu touches pas à tes ouais, URL. Bon, faut faire gaffe au maillage interne et à ta structure. Donc ça, c'est le niveau le moins risqué. Ensuite, tu restes sur le même CMS. Donc, par exemple, tu es sur Shopify, mais tu up en gros ton design. Donc là, pareil, soit tu restes en mode, tu fais du site, tu fais ta refonte directement sur ton site, ou alors tu fais une maquette. Donc ça aussi, ça vient complexifier le problème. Et là, quand tu restes sur le même CMS, généralement c'est pareil, t'as pas cette problématique d'URL, parce que tu peux travailler directement sur tes pages, bien que tu peux en profiter aussi pour améliorer la structure de tes URL. Le troisième niveau de refonte, c'est là qu'on va commencer à parler de maquette. Donc en gros, tu vas passer par un graphiste, parce que chacun son métier. Nous, on n'est pas des graphistes, et le graphiste, pour avoir travaillé avec beaucoup de graphistes, c'est un vrai talent. C'est-à-dire que tu peux ouais. avoir un graphiste débutant ou junior qui est beaucoup plus talentueux, désolé, mais que des seniors qui ont des années d'expérience, parce que voilà, c'est comme quelqu'un vraiment qui a un côté passion et tout, donc il faut bien benchmarker ses graphistes. Et le graphiste, il va bosser, à l'époque, il y avait Adobe XD, Figma, maintenant Adobe est passé sur Figma, donc globalement c'est Figma qui est le plus utilisé, et il va vous designer les modèles de page. Donc il va pas vous faire votre 300 pages, mais il va faire la page d'accueil, la page contact, la page service, la page produit si vous êtes sur e-com, etc. Et ensuite, pour l'intégrer, tu vas devoir faire du custom. C'est-à-dire que tu sois sur un CMS ou pas, sur un WordPress, si demain je te donne des maquettes sur mesure, tu ne pourras pas les faire. Même avec le meilleur Elementor, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Et donc, par exemple, WordPress, le custom, c'est du PHP. Sur, par exemple, Shopify, ça va être du Liquid. Sur Mmh. PrestaShop, je crois que c'est du PHP également. Donc, tu vois, tu rentres déjà dans un niveau qui est plus compliqué. Et le dernier niveau, bien qu'on peut un peu croiser, c'est-à-dire qu'on peut faire des maquettes ou pas de maquettes, mais si tu changes de CMS. Et par exemple, tu es sur un e-commerce, il y a beaucoup de données sur un e-commerce. Tu as les données commandes, tu as les données clients, tu as les données produits. Et admettons que tu es sur un PrestaShop qui a 4000 produits. Comment tu vas faire? Tu vas devoir déjà exporter toutes tes données parce que tu vas pas intégrer tes produits par produit, tu vois. Tu vas pas faire un produit, deux produits, trois produits jusqu'à Ouais, 4000. Donc en fait, tu vas exporter ce qu'on appelle les données. C'est trois données pour l'e-commerce. Pour les services, c'est moins important. Mais pour l'e-commerce, c'est commande, client et produit. Et tu vas ouais, les intégrer en bulk sur ton nouveau CMS. Par exemple, tu passes sur Shopify. Souvent, la direction en e-commerce, ça part sur Shopify. Et là, du coup, quand tu changes de CMS, tu as obligatoirement de la redirection parce que les CMS ont souvent, du moins c'est le cas pour Shopify et pour l'e-commerce, des URL, des chemins d'URL qui sont pas pareils. Par exemple, les PrestaShop, je ouais. sais pas si tu as déjà vu, mais il y a des chiffres parfois dans les URL. Ouais, ouais, bah, oui. Magento, c'est différent. WooCommerce, Shopify, ça va être, slash product, slash collection, c'est ça. Et Shopify, mmh. tu auras souvent des products slash collections. D'ailleurs, elles sont plus clean, je trouve, leurs URL que Presta, mais bon, ça n'a pas spécialement d'impact en SEO, mais par contre, tu dois tout rediriger. Et donc là, tu dois en plus de ça faire un plan de redire. C'est super risqué. Si tu foires ta migration, tu peux perdre énormément de trafic.
Et donc voilà, donc pas mal de sujets différents, pas mal de situations différentes. Essayez de définir votre situation. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des changements d'URL? Est-ce que c'est du full code ou est-ce on fait du CMS, uniquement du webmastering? Hmm. Et donc voilà, tout ça, c'est des enjeux différents. C'est pour ça que même avec ce podcast, on va essayer de vous donner un maximum de valeur. Mais ça reste quand même des sujets extrêmement techniques. Et sur des sites où il y a beaucoup de trafic, franchement, si vous êtes consultant SEO et que vous ne le sentez pas, redirigez vers quelqu'un qu'on a déjà fait parce que le risque est énorme. Et si vous faites foirer une migration, ça peut vous retomber dessus, hein. Hmm. Une migration foirée, ça peut coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, à la personne qui perd son trafic. Donc il faut faire super attention, quoi. Ouais, ok. Trop cool. On a listé, enfin surtout toi, tu as listé des points à surveiller en fait lors d'une refonte. Alors déjà, tiens, question qui me vient en tête et peut-être que ça te fera une passe décisive vers ces points-là. Globalement, quand tu fais un plan de redirection, donc on a bien compris que c'était le truc central, en tout cas si changement d'URL il y a, c'est vraiment le point sur lequel il faut faire gaffe. D'ailleurs, bah, peut-être pour les personnes un peu débutantes, pourquoi plan de redirection? Parce qu'en fait, le but, c'est que si vous aviez des performances SEO liées à des URL précises, le fait de rediriger par exemple une ancienne URL vers sa nouvelle URL, donc parce que vous avez changé de CMS et du coup ça change l'URL, le fait de faire ça en redirection 301, en code HTTP 301, ça va permettre de transmettre la puissance SEO. En gros, c'est une redirection 301, ça veut dire redirection permanente. Et donc, Google va revisiter votre ancienne URL qui se positionnait. Il va être redirigé avec une redirection permanente, labellisée un peu permanente, vers une nouvelle URL. Il va donc comprendre que c'est l'URL finale sur laquelle il arrive oui, en finalité, quoi. Et bah, c'est l'URL qui, justement, doit être indexée maintenant dans Google et que c'est simplement sa nouvelle version. Donc, en fait, c'est pour donner cette info à Google. Et si vous ne le faites pas, il va juste arriver sur votre ancienne URL qui du coup n'existera probablement plus et donc il va tomber sur une 404 ou autre et puis en fait il va rien se passer et vous n'allez peut-être pas récupérer vos performances SEO avec votre nouvelle page parce qu'il va pas comprendre le lien en fait, il va pas comprendre que la nouvelle c'est effectivement c'est l'autre version de l'ancienne quoi en fait. J'ai Donc une question voilà. à te poser là-dessus. Ouais. Du coup, quand tu fais une 301, c'est parfait, tu renvoies le jus vers la page A vers B. Est-ce que à terme, tu supprimes l'URL qui était redirigée ou est-ce que tu la laisses en 301? Moi je la laisse tout le temps parce que notamment si imagine elle recevait des backlinks aussi. C'est toujours cool de garder la redirection active pour que le jus des backlinks passe tout le temps en fait. Ouais, tu la mets en 301 et tu te poses plus de questions. De toute façon, logiquement, à la fin, la page Ouais. disparaît. Bah oui, elle est plus Ou crawlée à terme. ta page qui reçoit la 301 reprend le dessus et ta page qui envoie la 301 redescend sur la SERP. Bah elle est même plus du tout indexée normalement la page redirigée, hein. Ah C'est si, quand Google. si, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, l'URL redirigée, elle est encore indexée, tu cliques dessus, mais tu fonces, enfin, t'es redirigé vers l'URL finale. Ouais, ouais, je sais, mais je veux dire à terme normalement, à terme elle se désindexe. Google finit par comprendre que c'est une URL redirigée et normalement il la retire de l'index et il reste que l'URL finale. C'est ça. Et moi, pour moi, à Mmh. mon avis, quand elle est retirée de l'index, sachant qu'un backlink, ça perd en jus avec le temps, pour moi, à terme, faut aussi les supprimer. Tu vois, il y a un sujet parce que j'aime pas Ouais, c'est vrai. complexifier les sites et quand tu te dis il y a des redirections sur plusieurs mois, années, tu vois, donc je parle horizon peut-être plus de 3 à 6 mois, tu vois, où tu peux commencer à aller sur ta Search Console et demander la suppression de l'URL, ça sort de tes erreurs et tout, tu vois. Ah, tu veux dire la suppression de l'index? Suppression de la page, suppression de l'index, en gros, on Ou fait passer la page en 404, tu veux dire? ouais, c'est ça, faut la dégager des sitemaps, qu'elle sorte de l'index et tout, tu vois. Faut que tu forces un peu. Ouais, mais t'es pas. Moi, je ferais ça. Donc, l'enlever du sitemap, évidemment, parce que sinon, ça fait juste des redirections dans le maillage, de toute manière. Euh, Mais je garderais quand même dans le doute la 300, hein, tu vois, au cas où. Mais bon, à tester. Ok. À tester sur le long terme. Mais c'est vrai qu'une fois que l'autre rank, peut-être que du coup, si t'enlèves la redirection, elle continue de ranker quand même et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Surtout si elle a pas de backlinks. Bon, voilà, tu peux te dire pourquoi pas. Mais dans le doute, en tout cas, si vous avez un doute, vous qui nous écoutez, gardez la 301, comme ça, vous prenez pas trop de risques. Mais, mais à tester, ouais.
c'est une question qu'on peut se poser au bout d'un an, quoi. Y a rien de... C'est pas du Ouais, c'est ça, ouais, c'est voilà, pas voilà, une fois que tablé, les etc. perfs sont stables et tout. Clairement. Mmh. Et donc, voilà, plan de redirection, le nerf de la guerre, en tout cas s'il y a changement d'URL. Et donc toi, concrètement, comment est-ce que tu t'y prends pour faire un plan de redirection? Comment est-ce que tu identifies que, en masse, du coup, telle page doit être redirigée vers telle autre page? Alors, ce que tu dois faire là-dessus, on va partir du principe, il y a deux situations. Soit ton site, il a moins de 500 ou disons 500 URL, tu scrapes tes anciennes URL, tu comprends ta nouvelle architecture d'URL grâce à ton CMS, et tu peux faire à la mano tes redires. En gros, tu vois, colonne à gauche, tu as un Excel ancienne URL, colonne à droite. En plus, c'est des CSV hein, pour faire les redires. Je sais plus si c'est des CSV ou je sais plus c'est quoi le format. Je crois que c'est des CSV qu'il faut envoyer sur les pack-office. Mmh. Euh, et tu regardes un peu à la mano, tu t'assures, il n'y a pas plus quali que l'humain. Mmh. Deuxième situation, tu rediriges un site avec des millions d'URL, comme ça m'est plusieurs fois arrivé. Et là, tu as des outils entre guillemets de matching. Alors avant, tu avais GetRedirect qui n'existe plus. Maintenant, je crois que c'est Swan qui est un outil de Ouais, l'équipe 410 Gone ouais. qui existe. Et ça, du coup, ça va de manière un petit peu automatique faire matcher tes URL. Tu peux avoir des incohérences. Par exemple, sur un site avec énormément de produits, c'est possible que le produit A renvoie vers un autre produit, mais c'est pas si grave parce que le jus au moins est transmis, tu vois. Par exemple, le Mmh. canapé rouge en forme, je sais pas, de cœur renvoie vers canapé rouge en forme de je sais pas quoi, un autre truc. Tu vois, Ouais, c'est pas catastrophique. Et sur 10 ouais. millions d'URL, par contre, j'exagère, mais tu peux facilement les commerces, ils peuvent facilement monter en termes d'URL, 5, 10 000. Au bout d'un moment, c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut faire là-dessus, c'est faire un scrapping des URL. Donc en fait, nous, on fait des audits de pré-migration. Il faut faire un scrapping des URL par volume de recherche, par trafic. Et donc toutes tes URL qui font le plus de traf, là, même si tu as 10 millions d'URL, entre guillemets, ça sera à peine entre 10 et allez, 500 URL qui font vraiment... Et là, tu refais ton matching à la mano. Ouais, clairement, ouais. Donc en gros, voilà notre process là-dessus. OK. Moi, ce que j'avais fait, c'était, tu sais quoi? C'est cool que tu aies parlé de ces 2 catégories de sites, en gros petit et gros. Parce que moi, j'en ai fait pour des sites un peu moyens et donc ce que je faisais, donc moyen, je sais pas, un site qui a peut-être 10 000 URL, par là, ce qui était fait en agence, c'est que, on matchait, par exemple, les titles en bulk avec un crawl, Screaming Frog et on matchait les titles des anciennes et nouvelles URL, quoi. Si tu peux crawler à la fois l'ancienne version du site et la version pré-prod, typiquement, tu peux faire matcher ça. Et sinon, l'autre solution qu'on avait, c'est si jamais tes titles sont pas pareils, c'est que tu peux aussi. Alors, c'était quoi? Je crois que c'était genre le XPath ou un truc comme ça, ou l'ID produit dans le code source, ou ce genre de petits trucs. En fait, il faut trouver un point commun entre les deux pages, quoi. Donc le title, c'est le plus simple. Si c'est pas le title, ça peut être peut-être le H1. Ça peut être peut-être après un petit bout de code, une référence produit dans le code source, etc. Et ça, tu peux le faire avec Screaming Frog. Tu peux même scraper certains trucs précis si tu as envie dans le code source avec Screaming Frog. Au final, le Screaming Frog peut devenir un scrapper. Et on faisait ça, je me rappelle. Mais le title, c'est quand même, si tu peux, c'est le plus simple, quoi. Je pense que si tu as genre 10 000 URL, que les titles bougent pas, après, c'est très simple avec une règle Google Sheet ou quoi de mettre les URL les unes en face de l'autre, quoi. Yes, c'est vrai que le Screaming est parfait pour le scrapping. Ouais, pour ça, c'était cool. Donc OK, donc toi, c'est tes méthodes, c'est en gros, manuel pour les petits sites, et puis, solution automatisée genre, Swan plus manuel pour les top pages des gros sites, quoi. Les pages qui performent le plus. Écoute, ça me paraît top. On avait listé d'autres points à surveiller. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? On a listé wireframe, enfin tu as listé surtout X. wireframe, maquette, tableau de balisage, Ouais. HTML to Figma, enfin plutôt Bah, on Figma peut to faire HTML, je crois. du plus important au moins important. Donc, le plus important, c'est les URL. On les a traités là à Ouais. l'instant, donc point de redire. Ensuite, c'est les balises. Vous Mmh. changez de site, imaginez la catastrophe si vous supprimez vos balises title, description, Ah ouais, non. H1. Je parle même pas des H2, mais au minimum ces trois balises-là, donc il faut les scraper. Pareil, Screaming Frog, c'est très bien, vous scrapez toutes les balises title, toutes les balises metadesk, toutes les balises H1, post-migration, vous refaites le même scrapping pré-migration et vous assurez que ça n'a pas bougé.
Donc ça, c'est les balises, plus important. Ensuite, la deuxième chose la plus importante pour moi, donc enfin la troisième, puisque URL c'est le plus important, balise c'est le deuxième. Pour moi, ça serait l'UX, notamment au niveau des sections de maillage. C'est David Gros qui nous avait dit qu'il avait fait une énorme migration, ils avaient perdu pas mal de trafic et ils ont réussi à corriger le tir parce qu'en fait ils avaient enlevé la section de maillage. Je sais pas si tu te souviens quand il nous avait parlé de ça. Oui, 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 ça me dit quelque chose, On ouais. leur avait, tu sais, on dit les plus grosses gaffes ou les plus gros trucs SEO que tu avais rencontrés. Et en effet, les sections de maillage, si tu les enlèves sur une migration, par exemple sur les produits, 10 000 URL produits avec une section produits similaires et tu oublies de la remettre, pareil pour les catégories, pareil pour les sites de lead gen, etc. Ça peut faire très très mal. Alors comment assurer son UX? Il y a un outil qui s'appelle HTML to Figma. C'est beaucoup mieux que la Wayback Machine. Et en fait, post-migration, vous allez envoyer votre site sur Figma grâce à cet outil-là. Donc en gros, ça va vous figer votre site, vos intentions de recherche, donc la page listing, la page produit, si c'est un service, la page localité, la page d'accueil, peu importe. Et au moins, vous allez sauvegarder l'UX. Vous savez que vous avez un endroit où vous allez pouvoir revoir votre site, même quand le site sera migré. Et vous identifiez les sections importantes en termes de SEO. Certaines sont importantes, d'autres non. Tu vois, typiquement, je sais pas moi, un pâté de texte sous une catégorie, c'est pas très important. Par contre, la section de maillage produits similaires ou les sous-collections, c'est super important. Et ça, Ouais. vous dites à votre designer, développeur, attention, ça, je veux garder, voire j'en profite pour l'améliorer. Et donc, on a un travail sur l'UX, en fait, sur Figma, en termes de wireframe, où vraiment, on va identifier les sections qu'il faut sauvegarder sur la Ok. migration. Donc pour moi, ouais, l'UX très dangereux aussi. Et je sais pas si j'avais d'autres points. Pour moi, typiquement, le texte, pas très grave. Limite, profitez de votre migration pour refaire votre copywriting, parfois, c'est pas mal. Si le texte bouge un peu, alors tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, surtout sur ton site, tu vois, ça serait con de changer tes textes. Mais sur des sites e-com, voilà, moi typiquement là sur la refonte des SEO Monkey, je me fais pas chier, je refais mon copywriting, vu que tu sais, tu refais ton design, parfois tu as moins de place, etc. Sur des pages un peu plus de Ouais, non, je suis assez d'accord, hein. Après, c'est plus pour les pages qui donnent des informations précises, informations étant utiles pour répondre à l'intention de recherche d'un mot-clé précis. Là, il faut s'assurer quand même que ça reste, ou alors que vous partagez globalement les mêmes infos, la même valeur, mais dites différemment, quoi. Mais Ouais. ouais. En gros, pour les articles de blog, bien sûr, faut surtout pas changer. Pour les pages qui nécessitent un peu plus de structure du X, c'est aussi l'occasion d'améliorer. Ouais, Faites clairement. mieux, quoi. Profitez-en pour faire mieux si vous pouvez. Sur une page de vente, c'est l'occasion, quoi. Et donc, tu parles pas mal de wireframe. Moi, c'est un terme qui m'est un peu étranger, donc j'ai tapé ça dans Google. Et donc, en fait, c'est une maquette fonctionnelle, c'est ça? Ah, le wireframe, c'est en gros, c'est une maquette UX. Donc Ouais, en c'est gros, purement, tu vois, c'est ouais. exactement. En gros, ici, il y a une image à gauche, ici, il y a une section avec les rich snippets FAQ, ici, tu Ouais, vois. Donc autant en SEO, le design, on s'en fout. Franchement, j'ai vu des sites très bien rankés, très moches. Autant l'UX, hyper important. Donc, ouais. Pour ceux qui savent pas, qui voient pas ce que c'est, moi, honnêtement, je voyais pas trop ce que c'était. Je vous invite à taper wireframe dans Google Images. Typiquement, vous allez voir, vous avez en fait typiquement des carrés avec une grande croix dedans, juste pour dire, voilà, ici, il y aura une image, ici, il y aura un logo, ici, il y aura un formulaire, ce genre de truc, quoi. Ouais, c'est intéressant. ça me tue que tu connaisses pas ce terme alors que tu parles toujours d'intention de recherche. Et en fait, c'est juste. En fait, tu vois, c'est la phase que tu fais avant de demander à un graphiste de faire ta maquette. Toi, vu que tu Ouais, ouais, ouais. l'intègres en mode prod sur tes sites, tu fais pas de wireframe. Mais si demain tu veux faire Mm. une intégration sur un gros site, généralement tu fais un wireframe, tu l'envoies au designer, qui va l'envoyer au développeur, qui va intégrer au site. Tu vois. Ouais, bon, en fait, c'est pour ça, c'est parce que je travaille jamais avec des designers ou des graphistes ou quoi. Même mes clients qui ont des équipes en interne, ils ont jamais ce genre de profil pour l'instant. Mais peut-être bientôt, hein. Toi, t'es dans l'efficacité, tu fais les intégrations directes, c'est mieux. Mais après, ça dépend des projets. Tu vois. Sur la redoute, tu Non, peux pas même pas, arriver. hein. Des fois, je fais pas les intés, hein. C'est juste, il y a une équipe en interne, rédacteur, mais du coup, ils font pas des trucs hyper poussés, genre infographie, trucs comme ça, ils peuvent pas faire. Donc, ouais, c'est basique, quoi. Mais je leur dis, faites des tableaux, des trucs tranquilles à faire. Mais ouais. Donc OK. Bah, j'en profite, tiens, je vais faire un petit rappel pour les sponsors parce que je sais pas, il nous reste combien de temps de podcast, mais comme ça, on est bon là-dessus. Donc, bah, si ça vous intéresse d'avoir un hébergeur web de qualité, vous avez un lien vers Switch qui se trouve en description. Si vous souhaitez commencer une stratégie de netlinking peut-être juste après votre refonte,
Vous avez un lien vers Linkuma pour des backlinks à partir de 7 €. Et si vous souhaitez profiter de votre refonte pour optimiser un petit peu la sémantique et les intentions de recherche de vos articles, de vos pages, et bah, c'est Tot SEO qui est fait pour vous. Vous avez aussi un lien qui se trouve dans la description, évidemment. Donc on a parlé wireframe, tableau de balisage, on en a un petit peu parlé. Migration de données, on a mentionné ça aussi. Je sais pas si tu avais des choses à ajouter là-dessus, mais Ouais, globalement, ça, j'imagine que c'est des CSV, quoi. ouais, c'est des CSV. En gros, c'est pareil, il y a des outils en ligne qui le permettent. Qui est OK. marqué migration CMS vers CMS. Par exemple, tu marques sur Google migration PrestaShop vers Shopify. Et Ouais. tu as des outils qui vont être payants. Tu mets ton site. Bien sûr, il faut avoir accès au back-office et tout. Et ça va automatiquement te donner tes bases de données produits, commandes. Et ça va te donner le CMS d'atterrissage et le CMS de départ parce que les bases de données peuvent être un peu rangées différemment. Tu vois, typiquement, Shopify lit différemment un plan de redire que, tu vois, ils ont leur plan, leur Ouais. must-have dans leur CSV qui est un peu différent, tu vois. À une virgule OK. près, ça comprend plus rien, c'est comme le code. Ouais, 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 c'est des robots, débiles. C'est ça. Excellent. Trop cool. Donc, si on reprend les points, wireframe, on a traité. Maquette, est-ce que tu avais des choses à ajouter ou tu penses qu'on a fait un bon Non, petit si tour? ce n'est que moi, vraiment, j'insiste là-dessus parce que je me suis fait avoir, c'est vraiment travailler, tester vos graphistes. C'est-à-dire que, ok, vous pouvez leur demander un mood board et tout. Euh, Faites des missions, en tout cas si vous êtes agile, en gros, faites des missions avec des étalonnages de paiement. Vous testez votre graphiste. S'il part pas dans la bonne direction, ça sert à rien de lui faire une V2, une V3, une V4. C'est trop tard. Il a pas compris ou il est pas bon. Et du coup, vous Mmh. arrêtez avec lui, vous lui dites en fait, j'ai plus de budget, je reviendrai plus tard, et vous testez un deuxième. Et moi, il m'a fallu en tester deux, et j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur un mec vraiment talentueux au deuxième. Et au bout d'un moment, la première graphiste, elle m'avait fait un truc qui m'allait pas. Bah, tu veux lui dire quoi? Tu vas lui dire, je veux que ce soit un peu plus foncé ici. Je veux que ce... Non, en fait, t'as pas la patte. Toi, t'es pas bon en design. Tu peux pas dire ce qu'il faut. Tu dis juste ta direction. Par exemple, moi, ma cible, c'est plutôt les grands comptes. Je suis dans une thématique où j'aimerais bien donner un petit côté data pour rassurer mes prospects. Tu vois, tu donnes une direction, mais il faut surtout pas driver un graphiste. C'est la pire des choses à faire. Genre lui dire, je veux cette couleur-là, je veux cette. Faut lui laisser se faire ta palette. Et à la fin, si le mec est bon, il va faire 15 fois mieux que ce que t'avais en tête. Mmh. OK. Super intéressant. Trop cool. Donc, tableau de balisage, c'est pareil, on en a déjà parlé, mais je sais pas si tu as des choses à ajouter? Non, du coup, voilà, Scrapping, Screaming Frog, H1, Meta Title et Meta Desk. Ouais. OK. URL. Magnifique. HTML tout Figma, migration de données, tout ça, on est bon. Je reprends le fil du truc parce que c'est vrai qu'on a tellement de points de noter, je voudrais pas qu'on en zappe. Migration de serveur ou CMS, je sais pas si on a beaucoup parlé de migration de serveur, je crois pas. Non, pas tellement. En fait, alors ça, c'est chiant. Par exemple, ton client, il est sur O2 Switch parce qu'il est sur WordPress et tu dois l'envoyer sur Shopify et Shopify, son serveur, c'est interne à Shopify. Ou alors tu passes OK. de O2 Switch à OVH parce que le client est chiant et qu'il veut un serveur dédié et que O2 Switch est les meilleurs puisqu'ils sponsorisent le podcast, donc il faut tout envoyer sur O2 Switch. Tu vois. Mais en Oui. gros, quand tu fais une migration de serveur, ça se passe au niveau des DNS. Pareil, c'est super risqué. Et ça, malheureusement, je vais pas pouvoir trop vous aider parce que je suis pas hyper à l'aise en fait. Mais OK. globalement, tu peux ne pas changer les URL, donc ça n'engage pas un plan de redire. Simplement, il faut dire voilà, tu vois, je sais pas si tu vois les champs DNS, ça ressemble à quoi? Ouais, si, je vois, c'est des numéros, 280 points, machin. Ouais, et puis t'as toujours quatre cinq champs, genre t'as le champ domaine, tu sais, genre ton nom de domaine, t'as le champ, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est là où il y a tous tes fichiers. Je sais pas si ça te parle ce champ-là. Euh, C'est pas fichier FTP genre? ouais, peut-être. Ensuite, t'as le mail, tu vois, Peut-être que je confonds, hein. tu peux même avoir tes DNS, par exemple, tu peux avoir tes adresses mail sur OVH et ton domaine sur O2 Suite, Ouais. alors que l'adresse mail est liée au domaine. Donc, tu peux vraiment avoir des bordels au niveau de tes DNS. Et donc voilà, c'est là-dedans que ça se passe. Et je trouve ça très chiant, moi, tout ce qui est lié au serveur. Les OK. FTP, j'ai déjà dû en faire pareil. Tu sais, quand tu as des sites qui crachent et que tu dois faire des rollbacks ou je sais pas quoi et que tu dois faire une extraction FTP, donc tu dois tout télécharger en local et tout, c'est un vrai merdier. J'en ai fait 3-4 et je m'en souviens toujours pas du process tellement c'est con à faire et que ça dure une journée d'extraction. T'es là, oh, putain. Des fois, Ouais, ça donc en casse. gros, si vous avez ces genres de problématiques et que vous ne maîtrisez pas, allez voir un dev ou quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, c'est plus des devs back. OK.
OK, OK, OK. Quels sont toi tes technos préférés en fonction du type de site? J'ai vu que tu avais noté ça, techno préférés de points, lead gen, e-com, annuaire, Ouais, bah ça, je média. peux te renvoyer la question, puisque en fait, c'est ça, souvent les migrations, c'est souvent lié à ça aussi. Alors, tu peux refondre et rester sur ton CMS, mais c'est vrai que nous, ça nous arrive souvent de migrer parce que le site fait déjà trop de trafic, on peut pas repartir à zéro, on doit aller sur les meilleurs technos. Et du coup, je te Ouais. renvoie la question, quels sont tes technos préférés en fonction du besoin? Bah, écoute, moi, d'un point de vue CMS, tu veux dire? Ouais, Ouais. Bah, lead gen, tu sais que j'aurais tendance à dire WordPress. Si WordPress, tu arrives à faire un super beau truc dessus et tout et c'est possible, bah, ouais. Mais en fait, je mettrais presque à égalité avec Webflow. Parce que Webflow, tu as quand même moins de personnalisation SEO, moins de plugins, moins de tout ça. Mais les bases du SEO sont là, en fait. J'ai déjà fait du SEO pour 2 clients Webflow et j'ai même intégré les recos, directement, dans le back office et franchement, bah, c'est bon, tu peux l'optimiser ton title, tu peux créer un template de page super beau, le dupliquer à chaque fois et puis créer des nouvelles pages comme ça, des petites LP. Tu peux faire ton maillage interne, enfin, tu peux tout faire, quoi. Toutes les bases, j'ai envie de dire. Donc voilà, je dirais clairement Webflow, WordPress. Et toi, enfin, j'imagine c'est peut-être pareil, toi, non, pour la lead gen? ouais, pour l'hygiène, j'aurais tendance à te donner WordPress quand même au-dessus de Webflow. Moi, je sais que mes consultants qui ont du Webflow en interne, ils galèrent. On a l'impression que c'est facile à gérer. Moi, j'ai Ouais, jamais géré personnellement des Webflows, mais en fait, tu as plusieurs façons Tu vois, en fait, un Webflow peut devenir une usine à gaz, ce qui n'est pas le cas d'un WordPress. Un WordPress, tu as toujours la section page, la section article. Un ouais. Webflow, tu peux venir faire des intégrations automatiques avec Figma, tu peux venir faire des trucs bizarres, et tu peux te retrouver avec une usine à gaz. Et typiquement, je sais que Guillaume gère un Webflow qui est une usine à gaz. En gros, si ça a été fait par une agence, à la fin, l'agence Webflow a un peu la main sur certaines choses. Tu peux pas faire Hmm, du X, t'as des trucs où t'es un peu bloqué, quoi. ok. Cependant, c'est vrai que tous les Webflows sont beaux, alors que tous les WordPress sont pas beaux. Tu vois, t'as plein de WordPress qui sont dégueulasses. Par CF, contre, tu peux faire un truc magnifique sur WordPress. Tu peux faire du custom field, donc tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est vrai que les gens qui font de base un WordPress sans avoir une vision artistique en amont, ça peut vite ressembler à rien. En gros, hmm, ils bossent leur design direct sur WordPress au mode Elementor. Mais ça rank et voilà, donc en termes de business, ça marche quand même. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous donner. Je ne mhm. donnerai pas le nom du site, même si j'aurais bien aimé, mais c'est un client qui vendait des turbos, euh, Ouais. qui a fait une refonte complète. Le site était franchement 10 fois plus beau. À la publication, il a perdu, je crois, 20% de chiffre d'affaires sur un site qui faisait 1 million par an. Donc tu vois, le mois, il faisait déjà mal, hein. Hmm. Et en gros, on s'est rendu compte que le design n'avait pas d'impact, non seulement en SEO, mais aussi en CRO, en taux de conversion. Parce qu'il vendait des Bah, turbos, parce que sa cible, tu vois, c'était des mecs qui, tu vois, quand tu achètes un turbo, tu vois le profil, quoi. bah, Ça les tu vends. rassurait Hmm. d'arriver sur un site un peu amateur. Parce que aussi, il a perdu tout son branding pour les gens qui le connaissaient déjà. Les gens qui le connaissaient déjà, ils arrivent sur un nouveau site. Et ça, combien de fois, bah, on se l'est dit avec Paul, qu'en fait, le branding, parfois, il vaut mieux faire les choses simples, efficaces, que chercher à faire des trucs magnifiques, mais qui ne matchent pas Bah, avec en vos fait, je projets. pense que c'est simple, hein, si ta refonte graphique, elle améliore ton UX, bah potentiellement oui, ça peut avoir des bonnes conséquences, ça peut augmenter tes conversions. Si le UX reste neutre, la même à peu près, bah ça peut avoir des conséquences neutres, voire négatives comme tu dis, dues à ce changement de DA et le fait que les clients récurrents historiques ne te reconnaissent plus, ont peut-être moins confiance. Et si tu perds en UX, bon, bah là, il n'y a pas de débat. Je pense que c'est le pire truc, quoi. Donc, il y a plus de. En théorie, statistiquement, je pense qu'il y a quand même peut-être plus de chances. Si tu prends les 3 cas, il y a quand même 2 cas où tu as des chances que ça te baisse tes conversions et ton chiffre, quoi. Mais après, voilà, j'imagine peu importe la refonte graphique, si elle est faite par une bonne agence, un bon freelance qui a en tête ces notions du X, il y a de grandes chances que ça se passe très bien pour vos conversions. Enfin, je sais pas, mais je sais pas trop. Clairement. Mais en tout cas, ouais, le design et le taux de conversion et le SEO, c'est clairement pas Hmm. directement lié. Ça veut pas dire que c'est pas lié du tout, mais c'est loin d'être directement lié, quoi. Yep. Techno préféré, e-commerce. Qu'est-ce que tu dirais, Antoine? Shopify, sans Bah hésitation. ouais.
Même pour les gros sites, parce que j'ai vu beaucoup de fois des sites de taille intermédiaire, voire petits, tu vois, sur Shopify. Mais des gros sites, t'en as déjà vu, toi, des énormes sites sur Shopify? Ouais, bah moi j'ai travaillé pas mal avec une agence Shopify qui s'appelait Tamara. D'ailleurs, faudrait que je reprenne Ouais, contact parce que ça bossait super bien, c'était vraiment des magnifiques sites. Et en fait, t'as un module qui s'appelle Shopify Plus, ok, où en fait, t'as que des sites qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires annuel. Et ok. donc en fait, ton back-office n'est plus le même. Genre, t'arrives sur la Black Card Shopify, vraiment c'est Ouais. écrit back-office, il est plus vert, il est noir. Et du coup, toute ta gestion logistique, elle est beaucoup plus adaptée à avoir avec du gros volume. Et en effet, Shopify permet de faire du gros volume. D'ailleurs, il y a des gros sites qui sont sur Shopify. Mais tous les plus gros e-commerce sont full code. Comme tous les plus gros lead gen sont full code. À la fin, bien sûr, ça devient full code parce qu'on veut tout optimiser. Hmm. Mais j'aime bien Shopify même pour les gros sites. Après, je sais que les PrestaShop rankent très bien. Je sais pas si tu les as vu passer aussi, des prospects PrestaShop quoi, avec beaucoup de trafic. Ouais, j'ai bossé pour au moins. Attends, combien? Peut-être ouais, un ou deux sites, je sais plus, PrestaShop. Pareil, où j'ai intégré des trucs un peu. En fait, j'aime bien des fois faire des prestats comme ça. C'est pas ce que je vends de base, parce que je vends plutôt de la stratégie. Mais quand il y a des prestats où je dois intégrer des trucs dans le CMS, je suis content parce que du coup, après, tu donnes plus facilement des recos. Tu vois, tu dis, tu as un client après qui arrive sur le CMS où tu as déjà intégré des trucs, même si tu vas pas réintégrer des trucs, tu sais un petit peu quoi faire, tu sais dans quelle section ça se passe, tu vois. Ouais. J'aime bien, quoi. Ah, Donc, ouais, j'en ai eu un ou deux. c'est ce que tu disais sur un podcast, tu disais que le pilier technique, c'est celui qui est infini en termes d'apprentissage, parce que en fonction de ta reco, en fonction du CMS, en fait, Ah si tu bah veux ouais. aller au bout de la reco en mode pilotage, ticket et tout, bah ouais, ça dépend toujours de ce Hmm. genre de choses, et c'est vrai que c'est vachement intéressant. Yes. Shopify pour le e-commerce. Après, tu as noté annuaire média. Là, je t'avoue que moi, j'ai pas trop de. Enfin, média, du coup, si c'est de l'actu, j'ai WordPress qui me vient en tête forcément. Ouais, pareil. Mais annuaire média, toi, tu mettrais quoi? Bah, en média, je mets WordPress. En annuaire, on va vous faire une vidéo la semaine prochaine avec un développeur pour créer des annuaires. Donc les annuaires, c'est modèle Airbnb, Booking, Sortlist, et j'en Ouais, passe. Et donc là, t'as pas le choix, c'est pour ça que j'avais noté de faire du full code, parce que ok. c'est relié à une base de données, un annuaire. Vous comprenez, vous créez votre espace, ça crée une page profil, ça s'intègre dans une page listing avec votre localité. Mais en tout cas, hyper intéressant le SEO annuaire, j'en ai parlé quelques fois dans le podcast. Et la semaine prochaine, on reçoit justement Mathias Cartel, qui est développeur annuaire et qui va nous parler un petit peu de tout ça, ça va être super intéressant. Ok. Magnifique. Euh, ok, donc top. Changement d'URL, on en a largement parlé. Fallait qu'on aborde aussi la web performance parce que tu vois, au tout début du podcast, tu as dit le risque, enfin, pour le premier type de migration, à savoir, enfin, de refonte, pardon, où vous changez juste un petit peu le design d'une page, vous restez sur le même CMS, les mêmes URL. Tu disais que du coup, le principal risque, c'était plutôt UX. Et moi, j'ai pensé aussi à la web perf, tu sais, parce que tu peux changer certains trucs, genre les URL changent pas, mais ta web perf dégringole parce que je sais pas, maintenant, tu as 1 milliard de couches de CSS en plus pour ton design, etc. Donc ça, moi, je l'avais juste noté. Alors, tu auras peut-être des précisions à apporter, mais globalement, faire un test web perf avant, après, comparer. Et puis voilà, quoi, voir s'il n'y a pas des trucs qui ont dégringolé, si oui, pourquoi. Si vous n'aviez pas une bonne web perf de base, bah, c'est l'occasion aussi d'optimiser ça, même si elle chute pas, bah, peut-être vous dire, ok, la refonte, c'est l'excuse un petit peu pour se pencher là-dessus et puis optimiser ça. Puis voilà, PHP Insight, gratuit, ça fait le taf. C'est déjà un bon début, quoi. Clairement, clairement, PagePin avant-après. De toute façon, il faut toujours faire un audit de poste et un audit de pré-migration. Donc, sur tout ce qu'on vous a Mm. dit. Par exemple, extraction de balise avant, extraction de balise après, web perf avant, web perf après, Figma avant, Figma après. Tout doit être avant-après. Et en effet, sur la partie web perf, si vous travaillez sur une migration avec notamment plusieurs acteurs, comme par exemple développeurs, parce que généralement, normalement, une migration, ça fait intervenir 3 acteurs, développeurs, designer, SEO, et Mm. éventuellement aussi de la personne qui s'occupe un peu de la logistique. Mais en gros, vous, SEO, vous devez faire chier le développeur et le designer pour avoir les bons fichiers. Parce qu'il est possible que le développeur il prenne l'image en 4 fois trop gros. Non, il faut vraiment tout piloter en fait. Il faut dire là, il faut juste faire x2 la taille du pixel que ce que tu avais prévu dans la maquette. Là, il faut du SVG, là, il faut du WebP. Parce qu'ils peuvent te faire un fond de site. Là, tout à l'heure, le designer,
même si c'est mon pote et qu'il est trop fort, tu vois, il avait envoyé, il avait pas fait le fond en SVG. Ok. Que tous les fonds de pages étaient faits en JPEG. Donc déjà, tu arrives sur une page, tu dois charger une image gigantesque qui fait toute ta page, tu vois. Donc tu vois, c'est ce genre de petites choses, en fait, faut vraiment être derrière et vraiment leur dire, voilà, format optimal sur toutes les trucs, je vérifie, quoi. Ok. J'avais noté aussi l'indexabilité des pages parce que pareil, si ça se trouve, vous faites une refonte. Il y a bien redirection d'URL, machin, les méta sont ok, donc tout ce qui est structure HN c'est respecté, title, machin. Sauf que vous faites pas gaffe et vos pages sont plus du tout indexables parce qu'on ne sait pas pourquoi le nouveau CMS les a passées en canonisé sur autre page, en noindex ou quoi. Je me dis voilà, c'est bon, c'est une petite mention, c'est presque inutile de le mentionner, mais bon quand même. Donc clairement faire gaffe à ça. Et tu avais noté aussi après toi page zombie. Alors je sais pas si tu veux nous en parler. Bah, c'est la même chose, en fait, c'est tout ce qui est lié à l'arbo, quoi. Faut garder une bonne arbo, voire l'améliorer, et faire gaffe à que tout soit bien maillé, avoir cette notion de, voilà, l'arborescence, ça part méga menu, footer, maillage de la page d'accueil, et ensuite réfléchir. Moi, j'aime bien réfléchir sur 3 niveaux. Page mère qui envoie des liens vers leur page sœur, les pages filles, pardon, les pages filles entre elles, donc ça devient des pages sœurs et doivent se linker entre elles. Et en fait, une page fille est une page mère de sa propre page fille. C'est pour ça qu'on parle seulement de 3 niveaux. Et donc, bien réfléchir comme ça, bien siloiser votre maillage, faire gaffe à ne pas avoir un sitemap complètement pété, alors qu'il était bien post-migration et mauvais post-pré-migration. Donc ça passe aussi par l'UX, tout ça. Ok, magnifique. On est à 41 minutes de podcast. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à commenter 41 minutes, ça nous fera plaisir. On a du coup largement le temps de répondre aux questions. Donc on va commencer. Donc il y aura des questions, on aura déjà répondu et puis juste bah, du coup on le mentionnera et puis on passera à la suivante. Patouche au code, donc petit freelance, qui nous demande si les pages éliminées qui ne se rapportent plus vraiment à l'activité, on doit les rediriger vers la home. Donc type tu fais une refonte, tu avais une page, j'en sais rien moi, où tu vendais un ancien truc et que tu vends plus, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu rediriges vers la home? Bah moi je dirais que oui parce que typiquement si elle reçoit des backlinks ou autre, autant s'en servir et effectivement rediriger vers la home ou alors vers la page catégorie, la page produit, la page service la plus proche d'un point de vue sémantique, quoi, si tu peux. Après, c'est vrai que si tu veux faire une règle générale et pas te prendre la tête, parce que là, du coup, c'est manuel, hein, si tu rediriges vers la page la plus proche sémantiquement, etc. Quoi qu'on pourrait sûrement automatiser, mais voilà. Tu peux rediriger vers la home en masse, c'est toujours mieux que rien. On a at38 Anto qui nous dit Hello, ma question, ce serait comment gérer au mieux la migration de sous-domaines existants depuis plusieurs années vers le domaine principal pour les passer en répertoire. Et bah, en fait, enfin, je sais, je sais pas si tu as. Ça, Moi, c'est je un me dis cas là. que j'ai jamais eu, mais je vois bien le truc. Bah, en fait, c'est chiant à faire, je pense. Mais en gros, Mm, tu dois créer tous tes répertoires sur toutes tes URL sous-domaines et rediriger en 300. Donc, tu dois c'est ça. rediriger page par page, sauf si c'est des pages que tu veux exclure de ton sitemap, comme on disait juste avant la question précédente, tu rediriges page d'accueil. Et sinon, tu dois rediriger page par page vers ta page répertoire de sous-domaine. Est-ce que C'est tu ça. peux faire ça en automatique? Ouais, justement, j'allais dire, je pense que oui, tu vois, mettre une règle générale comme les redirections HTTP vers HTTPS, tu vois. Ça, au final, ça te rechoppe la bonne URL, juste ça rajoute le S à la fin. Là, je pense que c'est pareil, tu pourrais faire si tes chemins d'URL ne changent pas, enfin, je veux dire, le dernier slug d'URL ne change pas, je pense que tu peux faire facilement une redirection automatique de, voilà, le sous-domaine, mettons pour les langues, par exemple, le sous-domaine en.paulvengeon.com, et bah, toutes les URL qui viennent de là, tu me le rediriges automatiquement vers paulvengeon.com/en/. Je pense que ça se fait. Ouais. À Et voir, mais là-dessus, je pense que Swan peut venir auto-matcher, typiquement. ok, oui, au pire, ouais, en mode. Ouais, ok. Donc voilà, Anto. Elliot Bobier, alors c'est pas une question, je pense qu'il a pas compris le principe. On le salue. Il a juste mis l'UX et la rétention, point. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est les termes qu'on a abordés. Si tu souhaitais qu'on aborde ces termes-là, je pense qu'on a bien abordé justement les thématiques UX, conversion, comportement internaute.
Donc voilà, moi j'aurais rien de plus à dire. C'est très marrant, je ne sais pas si tu l'avais vu la question, Antoine, de Abby Racing 0300 qui nous posait une question à laquelle tu as répondu précisément. Il nous disait justement, les 301 qui ont quelques années, faut-il les conserver après la refonte? Et il nous demande de répondre en fonction de si les URL ont des liens ou si elles n'en ont pas. Donc là, on a Magnifique. C'est clairement la question répondu. qu'on se posait en début de podcast. Ouais, en vrai, c'est assez ouf. Bah, Et on tu sais se que c'est pose une toujours la question, question, quoi. ça me paraît bête, mais je me la suis jamais posée cette question-là tout seul. Genre, en fait, dans ma tête, je me suis toujours dit, je les garde quoi qu'il arrive. Je me suis jamais dit, tiens, potentiellement, on peut les supprimer. Bah, moi, en tout Donc, cas, plus ça va et plus j'aime les choses simples, tu vois. Et ouais, je me dis que des redirections, c'est pas simple. Il faut les garder au début pour envoyer le jus. Mais en ouais. effet, si tu arrives sur un site, t'imagines, tu fais un audit d'un gros site et tu te rends compte qu'il y a 10 301. Ça fait Mais en chier fait, quand même. non. Mais non, ouais, c'est ça la nuance, pardon, j'ai baillé. C'est ça la nuance, c'est que tu gardes les 301, mais par contre, évidemment, tu l'enlèves de ton maillage, etc. Donc normalement, personne ne peut la retrouver, à part Google qui a son historique en tête. Mais normalement, tu n'es pas censé pouvoir retomber dessus. Bah, sinon, c'est un carnage. En fait, quand je dis garder les 301, c'est garder la page. Si tu re-rentres, tu copies-colles l'URL depuis ton bloc-notes, typiquement, dans le navigateur, tu fais entrer. Bah là, oui, tu es toujours redirigé, mais par contre, c'est impossible d'y accéder sur le site parce que normalement, tu as supprimé tous les liens internes qui pointaient vers cette page-là dans le but d'économiser du budget de crawl Google, etc. Quoi. C'est ça que j'avais en tête. Hein. Ouais, mais quand tu as une page qui est redirigée en 301, l'URL qui se fait rediriger, elle va être Mm. encore scrappée. Parce qu'elle existe encore. Elle va être scrappée Bah, et Google va comprendre que c'est une 300. ouais, c'est ça, mais justement, pour moi, à terme, Google, si tu la supprimes totalement du maillage interne, il va peut-être retourner 2 ou 3 fois dessus parce que dans son historique, voilà, c'est une page qu'il aura visitée, donc il va y retourner comme ça. Mais à terme, il va juste plus y retourner du tout si c'est une 301. Je trouve que t'as Mais raison. bon. Non, mais bref, non, si, dans le doute, en fait, peu importe, dans tous les cas, s'il y a une redirection, il faut absolument, par contre, supprimer tous les liens internes qui pointent vers cette URL redirigée. Si vous l'avez maillé depuis votre menu principal, il faut vraiment changer le maillage, parce que sinon, effectivement, Google va se manger des redirections, et les internautes aussi, à longueur de journée, en se baladant sur le site. Mais bref. Bison SEO, donc très bonne question, on y a déjà bien répondu aussi. Comment ne pas avoir de chute de trafic du site pendant la refonte? Honnêtement, je me demande si c'est pas une question sympa, dans le sens où, à mon avis, Bison SEO avait peut-être déjà la réponse, parce que je connais un peu son niveau en SEO. Je pense qu'il avait déjà la réponse. Voilà, il pourra me dire si c'est ça ou pas. En tout cas, si c'est pour faire vivre le podcast, c'est avec grand plaisir, c'est super sympa. Le noob codeur, comment gérer la refonte d'un gros média, entre parenthèses, 800 000 de trafic organique? Bah en fait, il faut juste faire comme on a dit. Franchement, un truc comme ça, genre un gros truc, si tu te sens pas à l'aise, moi je te conseille de contacter soit une agence, soit. Tu vas te prendre le rôle de consultant et Ouais, pas de prendre le rôle de l'opérationnel. Parce qu'en ouais. vrai, si tu chies, je trouve que tu peux rendre des risques quand même. Et d'ailleurs, pareil, si vraiment tu fais des grosses refontes, moi en tant qu'agence, je me protège dans le contrat. Parce que c'est Mmh. trop risqué et tout. Et tu vois, moi j'ai eu une étude de cas, mais il y en a plein. Alors, j'ai surtout eu des prospects qui venaient me voir avec des courbes SEMrush qui faisaient pouf. Mmh. En fait, ils ont foiré leur refonte et vraiment ça part à zéro. Hein. Et pareil, j'ai eu une étude de cas assez rigolote où en fait, tu avais deux associés, un marketeur et un développeur qui faisaient un site de basket avec, je crois que ça faisait 300 000 visiteurs organiques par mois sur que de la transactionnelle. Ok. Genre marque plus modèle, etc. Que de la transactionnelle. Et le marketeur a voulu voler le projet au dev. Je sais pas trop comment il a essayé de gérer son truc. Et le dev, il a dit OK. Il devait avoir accès soit à la Search Console, soit à autre chose. Et en fait, il a kill, entre guillemets, la refonte parce que du coup, tu n'avais plus la possibilité de rediriger vers la page. Tu vois. Enfin bref, il y avait un truc Ah bizarre. ouais. Et j'ai dit au marketeur qui était mon client, et franchement, moi j'étais content qu'il se fasse baiser dans cette histoire. Parce qu'en fait, c'est lui qui a voulu. Comme quoi, Ok, ouais. faut toujours être bienveillant, et les méchants perdent toujours, tu vois. Les gens qui sont requins comme ça, ils se font toujours avoir.
Et, euh, et en fait, je lui ai dit, mais tu sais que là, t'es fini. Ton site, dans un mois, il passe à zéro. Il me Hmm. dit oui. Moi, tu vois, j'étais bien content d'avoir toutes les traces de mails parce qu'il se serait bien retourné contre nous, l'agence qui était censée assurer la refonte. Le mec, c'était un énorme requin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et bon, voilà, je lui dis c'est fini, on lui envoie ça par mail dans 2 mois. Et en effet, 2 mois après, le site était mort. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé sur ce site-là, je l'ai remis sur SEMrush pour voir s'il était reparti. Parce Ouais. que je me dis, même si c'est pas les mêmes URL, même s'il n'a pas été redirigé, il y a un historique de domaine, il y a plein d'URL, est-ce qu'il est reparti? Le Ouais. site n'est pas reparti. Ok, putain. Donc oui, Bon, petite game over. game over, quoi. C'est terminé. J'en suis- Fallait pas être méchant. Voilà. Voilà, faut pas être méchant dans la vie. Excellent. Bon, bah écoute, ça fera une bonne, cette histoire fera une bonne conclusion et donnera quelques frissons aux auditeurs. Euh, Est-ce que tu penses qu'on a fait. Alors, attends, non, il y avait une dernière question. Autant pour moi, mais on y avait déjà répondu. Sébastien Oribou. Vaut mieux. Est-ce qu'il faut privilégier l'UI ou l'UX? On en a déjà parlé. Du coup, bah, l'UI, le design à proprement parler, c'est pas forcément ce qui vous générera plus de conversions, plus de signaux utilisateurs, etc. Par contre, l'UX, oui. Donc, clairement, je pense qu'on est d'accord, Antoine. UX first. Et puis, le design qui suit en fonction de votre persona, etc. C'est toujours cool. Mais ouais. Est-ce que tu penses qu'on a traité le sujet de manière exhaustive, en tout cas, qu'on a fait le maximum? Franchement, on l'a bien traité. Si vous êtes là, normalement c'est Paul qui dit ça, 50 minutes 07, 51 minutes 07, commentez 51 07 pour le référencement. Ouais. Et en Comme vrai, ça, on verra la différence entre les teams 41 minutes et 51 minutes. Si vous commentez 51 minutes 07, c'est que vous êtes vraiment à la fin de la fin. 41 minutes, c'est que. Et si vous commentez les deux, bon voilà, c'est là on vous offre 100 000 euros avec Antoine. on a donné beaucoup de valeur, c'est hyper spécialisé comme épisode, mais franchement, si vous faites une refonte, réécoutez l'épisode tranquillement. Je pense que c'est tellement un Ouais, projet qui est titanesque. ouais, ouais. Réécoutez-le en même temps de faire vos process. On vous a donné, je pense qu'il faut le réécouter 2, 3 fois, vraiment les étapes à suivre. Faites vos documents de travail, logique, bon sens sur tout ce qu'on s'est dit, et puis ça devrait bien se passer, quoi. Magnifique conclusion, Antoine. On se dit à la semaine prochaine et on dit aussi aux internautes, aux auditeurs, à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.